Bienvenue dans Féminouï, le rendez-vous des femmes par les femmes. Je suis Angelina, votre hôte, et je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage qui promet d'être captivant. Plongez avec nous dans des conversations authentiques, des conseils pratiques et des histoires inspirantes qui feront vibrer votre féminité. Bonne écoute! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous recevoir pour un nouvel épisode sur une nouvelle thématique qui est l'alimentation. L'alimentation, on sait que c'est un sujet qui est important puisqu'elle influence et est influencée par de nombreux aspects dans notre vie. Je pense notamment en tant que femme à l'équilibre hormonal, à la gestion du stress. Et donc, c'est important tout compte fait de nourrir son corps comme il faut parce que bien nourrir son corps, c'est aussi cultiver son bien-être et son mieux-être. L'objectif de cet épisode, c'est de vous fournir des informations pratiques, des conseils qui pourraient vous être utiles pour justement essayer de comprendre l'alimentation et d'adopter de bonnes habitudes. Pour parler de ça, je suis ravie de te recevoir, Korotou. Je te laisse éventuellement te présenter avant que justement on entre dans le vif du sujet. Merci à toi de m'avoir invitée aujourd'hui et je suis carrément contente de parler de ça parce que ça touche à mon travail. Je suis coach, je m'appelle Korotou Aritei, j'ai 32 ans, j'ai étudié en Australie et je suis revenue avec la tête pleine d'idées neuves pour dans le but d'aider les femmes de Tahiti à reprendre confiance en elles, à mieux manger, à bouger et à reprendre un peu le contrôle sur leur vie. Et en effet, l'alimentation, je le dis tous les jours à toutes mes filles que ça fait partie de 70% à 80% du travail lorsqu'on veut être mieux dans sa peau et mieux dans ses baskets. Qu'est-ce que l'alimentation équilibrée? Ça, c'est vraiment la première question. Je sais que on parle beaucoup de groupes alimentaires. Je pense aux fruits, aux légumes, aux produits laitiers, etc. On parle aussi de protéines, de glucides, de fibres, de vitamines. Bref, il y a beaucoup de mots dans l'alimentation. C'est ça. Qu'est-ce qui est important? Alors déjà, à savoir qu'une alimentation équilibrée est une alimentation qui va te convenir à toi. Donc tout le monde est différent. Chaque individu a des besoins différents. Donc tout le monde ne bouge pas de la même manière et n'a pas les mêmes emplois ou les mêmes activités. Du coup, il faut se nourrir en fonction de ça. Ensuite, il y a aussi les gènes et l'ADN qui comptent un petit peu. Mais une alimentation équilibrée, c'est faire attention à toujours avoir un apport en protéines, des glucides, et des lipides. Donc, les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, un peu de laitage, que je me trompe pas. Et il y a aussi les protéines végétales, donc le tofu, tempeh, qui ne sont pas tout le temps faciles à trouver ici. Le tofu, oui, mais tout ce qui est haute protéine végétale, c'est pas encore tout à fait disponible sur le marché tahitien. Les glucides, on connaît, c'est les pâtes, en tout genre, le riz, les pommes de terre, mais les fruits, les légumes rentrent aussi dans ce groupe-là. Et les lipides, donc c'est tout ce qui est huile, les nuts, les noix, donc les cacahuètes, les graines. L'avocat passe aussi dans ce groupe-là parce que c'est très très riche en graisse. Donc c'est les graisses, aussi bonnes que mauvaises, c'est les lipides. Et il y a un quatrième groupe qui sert entre guillemets à rien, c'est l'alcool. Ça, c'est un autre truc, un autre sujet. Mais l'alcool est aussi un groupe, c'est juste que le corps n'utilise rien. Ça ne sert à rien pour le corps. On appelle ça les macronutriments. Ok, ces trois éléments-là. Voilà, ces trois éléments-là sont les macronutriments. Il nous faut une portion de chaque à chaque repas, idéalement, pour avoir une alimentation plus ou moins équilibrée. Et chaque portion va être différente pour chaque individu. Donc, je sais pas, il te faut une moitié de protéines, une moitié de légumes. Et pour tout le monde, ça va être la même chose. Donc, chacun va avoir des besoins différents. Oui, parce qu'on parle aussi de calories. Et on dit par exemple que les femmes et les hommes ne consomment pas forcément les mêmes calories, ou même que toi et moi, en fonction de la sédentarité de notre métier, ou peu importe, de si on bouge, de si on fait une activité physique, Exactement. On dépense pas des calories de la même manière. Qu'est-ce que tu peux dire sur ça et sur la notion d'équilibre énergétique? Alors, les calories, déjà, c'est de l'énergie. C'est l'énergie que tu vas retrouver dans l'aliment. Donc, dans tous les aliments contiennent de l'énergie. Cette énergie-là, on l'utilise pour vivre. Donc, c'est comme si tu allais mettre un carburant dans une voiture.
Donc, quand tu mets trop d'essence dans une voiture, qu'est-ce que ça fait? Ça déborde. C'est pareil pour l'être humain, sauf que nous, ça déborde pas. On garde. On garde, on stocke, comme on dit, stockage. Chaque personne va avoir des besoins caloriques différents, comme tu viens de le dire, par jour. Maintenant, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir et me disent, Kouroutou, combien de calories j'ai besoin de manger aujourd'hui? Et je ne peux pas définir moi-même combien de calories chaque personne a besoin. C'est un peu une histoire d'essayer de calculer. Donc, il y a des applications qui sont là pour sur App Store ou sur Internet qui peuvent aider à apprendre ce genre de choses. Ça peut paraître un petit peu chiant et un petit peu lourd à le faire, mais moi, je conseille à mes clientes d'apprendre à ce que c'est la calorie. Je leur dis, apprenez. Des fois, j'essaie de donner le cours, mais c'est de la science. Donc, c'est pas tout le temps fun à le délivrer et c'est pas tout le temps fun à l'écouter non plus et à apprendre, mais c'est très important si tu veux connaître tes besoins caloriques par jour. Du coup, c'est vrai que les hommes ont des besoins plus importants parce que les hommes ont des métabolismes plus rapides. C'est-à-dire que déjà de base, les hommes sont plus grands que les femmes de base, de manière générale, et plus t'es grand, plus t'as besoin de calories. Tu parlais de génétique, est-ce que c'est lié aux calories ou non? C'est Un petit peu, un petit peu. Par exemple, tu remarqueras que les personnes qui sont asiatiques, certaines personnes vont moins manger que les Tahitiens, par exemple, ou les personnes de peau plus claire vont moins manger que les personnes de peau plus foncée. Il y a pas de racisme ici, c'est juste que génétiquement, les gens du Pacifique, donc les Tahitiens, les Hawaïens, les Samoa, les Kiwis, ont des corps plus volumineux. C'est pour ça qu'ils sont forts au rugby, par exemple. Et tu vas voir que les Français, par exemple, vont avoir du mal à prendre en masse musculaire. C'est ce que les hommes veulent, hein, prendre en masse musculaire. Ça, c'est de la génétique. Comment on l'explique, je suis pas encore là-dedans, mais c'est vrai que et après en termes de consommation calorique, ben il y a des influences sur les traditions. sur nos façons de manger, Voilà, les notre habitudes culture en fait. Exactement. Yes. C'est ça. Mais est-ce que une alimentation équilibrée veut nécessairement dire compter ses calories, faire attention à ce qu'on met dans notre assiette? Une alimentation équilibrée, il faut faire attention à ce que tu mets dans ton assiette, ça c'est clair. Après, devoir compter les calories, non, c'est jamais une obligation de devoir faire ça parce que tu veux pas non plus t'embêter avec des chiffres. Mais est-ce que ça va te servir? Oh que oui. Oh que oui, que ça peut te servir à comprendre combien de calories il y a dans un avocat. Je dis pas que c'est obligatoire de savoir exactement le nombre, mais de savoir que 4 cuillères d'huile d'olive, c'est quand même hyper riche comparé à une cuillère d'huile d'olive. C'est En fait, un exemple. Oui, c'est faire attention un petit peu, comme tu le disais justement, c'est au-delà de calculer, peut-être se rendre compte de ce qu'on consomme, réfléchir un peu, prendre du recul. C'est ça, il faut manger en toute conscience. Il faut manger en toute conscience et il faut comprendre ces choses-là parce que après tu comprends pourquoi dans les régimes on interdit des choses et on promouvoit d'autres aliments. Tous les régimes qui existent sur Terre fonctionnent. Ça, c'est clair et net. Mais, et toi aussi, ton régime. Moi, je suis au régime. C'est juste que chacune d'entre nous, on a des régimes. Pour certaines, leur régime fonctionne. Pour d'autres, leur régime ne fonctionne pas. Et il faut juste le changer un petit peu. Donc, c'est même plus une question de régime. On revient sur cette notion d'alimentation. Moi, le mot régime, il est éliminé de mon vocabulaire et du vocabulaire de mes clientes parce que c'est devenu tellement pour moi, c'est devenu presque un gros mot parce que les femmes deviennent très obsessives par rapport à ça. Et il faut juste apprendre à remettre certaines bonnes choses et retirer quelques autres choses. Quand je parle de remettre certaines bonnes choses, c'est souvent, je vais conseiller d'augmenter les protéines, de réduire tout ce qui est féculent. Jamais je vais dire supprime ça. Il y a pas de suppression, il y a pas de restriction, c'est vraiment juste un rééquilibrage. De base, plus de protéines, plus de produits frais, moins de produits en paquet. Tu vas au marché, tu prends tes légumes, tes fruits. Tu vas chez le boucher, tu prends tes morceaux de viande, un morceau de poisson au bord de la route. Et normalement, tu as déjà tout ce qu'il faut. La nature nous donne tout ce dont on a besoin. Donc, prendre des produits en paquet, des biscuits, c'est pas le mieux, quoi. Et en même temps, du coup, je réagis à ce que tu disais là dans la phrase que tu as dit. Une alimentation équilibrée ne veut pas nécessairement dire être frustré, être limité. C'est ça. Enfin, limité, pourquoi pas
Restriction. Voilà. Ouais. Mais c'est important, je pense, de pas être frustré et de pas lier les deux. Ah ouais, carrément. C'est comme ça que j'approche l'alimentation de mes clientes. Je fais en sorte de savoir ce qu'elles mangent déjà. Quand je dis que tu as déjà un régime, moi, je leur dis, vous avez déjà une alimentation. C'est juste que si vous venez me voir et vous me demandez des conseils, c'est qu'elle ne vous sert pas à atteindre vos objectifs. Du coup, j'ai besoin de voir ce qu'elles mangent et suite à moi, j'analyse leurs photos. Du coup, elles m'envoient des photos. Je leur dis, OK, ben, à partir de demain, tu vas rajouter des œufs à cet endroit, un morceau de viande en plus ou de poisson. Et ton bol de riz, ben, tu vas me montrer à quoi il ressemble. Et je regarde quelle quantité. Il faut savoir quelle quantité il faut manger aussi. Mais je ne peux pas dire, mange ça. Parce que on est des adultes et on n'aime pas non plus qu'on nous dit quoi faire, tu vois. On n'est plus des enfants et je suis plutôt là pour donner des conseils et rediriger la trajectoire niveau décision alimentaire, si c'est correct. Ouais. Ouais, et atteindre des objectifs. Et je pense que c'est une ça. bonne transition. Mhm. Comment on fait pour adopter de meilleures habitudes pour atteindre nos objectifs? Parce que une bonne alimentation permet le mieux-être. Oui. Donc, on commence par cette bonne alimentation. Est-ce que tu as des exemples concrets? Moi, je pense notamment à quand j'ai pas, enfin, je prends mon exemple, mais j'ai un emploi du temps chargé et donc j'ai très peu de temps pour faire à manger. Oui. Et donc, je me retrouve vite à, en effet, aller acheter au magasin et pas préparer mes repas. Ok. Alors, ce que j'aime bien faire à mes clientes, c'est toujours savoir ce qu'elles vont manger d'avance. Donc, c'est fini de manger sur le pouce rapidement ou aller prendre à emporter vite fait parce que tu as faim. Maintenant, il faut, si tu décides de manger au moment où tu as vraiment la fringale, c'est foutu pour toi. Donc, si tu décides de, ok, ben maintenant j'ai faim, ben forcément tu vas pas te dire j'ai trop envie de manger une salade. Non, tu vas te dire je veux un casse-croûte, je veux une pizza. Et du coup, il faut être prêt. Donc parfois, je prends un cas où ma cliente, elle a besoin de faire un petit jeûne ou de sauter un repas. C'est pas tout le temps. Attention, je ne dis pas ça à tout le monde de sauter des repas, mais parfois il y en a qui veulent le faire. Je leur dis ok, tu sautes ton repas, sautez vos repas, mais par contre, au moment où tu vas devoir prendre ton déjeuner, tu as déjà ta salade de prête. Tu as déjà ton plat de prêt à consommer où tu sais où est-ce que tu vas aller chercher ta nourriture. Et non pas au dernier moment, vas-y, on va, j'ai faim, bah, restaurant, et puis c'est parti pour le banquet, quoi. Du coup, dans ton cas où tu me disais que tu travailles de la maison, ou tu es un peu sédentaire, pourquoi pas faire tes courses d'avance, avoir un plan, je dis pas de faire un plan un menu super détaillé, mais ben cette semaine ou dimanche, par exemple dimanche après-midi, tu vas te cuire un grand plateau de poulet, du poulet, je sais pas ce que tu aimes, mais un grand batch de protéines, des légumes au four, et puis tu prévois quelques crudités déjà découpées, comme ça au moment de manger, tu as juste à assembler, ou tu as déjà fait tes box. Ça c'est le concept de meal plan qui existe en Amérique et dans les autres pays depuis toujours, mais ça aide à déjà avoir quelque chose de prêt à l'emploi et de nutritif et d'équilibré. Tu sais que tu as fait cette cuisine en toute conscience et que tu vas te nourrir des meilleures choses qui puissent exister, quoi. Je reviens sur Oui. sur le jeûne intermittent, c'est un vrai sujet Oui. parce que par exemple moi je ne mange pas le matin et enfin j'ai vu beaucoup de choses sur ça. Je pense que ce qui est important, tu me confirmeras peut-être, c'est d'écouter sa faim. Oui. Et donc le jeûne intermittent c'est adapté si justement peut-être que tu n'as pas faim. Et en même temps, j'ai vu des études qui disaient que ça peut entre guillemets provoquer des fringales un peu plus tard dans la journée puisqu'on n'amène pas les apports nécessaires, etc., etc. Tu en parlais. Quel est ton avis sur ça? Alors, tu as dit deux choses donc le jeûne intermittent, je vais l'expliquer tout de suite. Tu manges quand tu as faim. Les gens, il faut arrêter de manger quand on vous a dit c'est le petit-déj, faut manger. Non, tu manges quand t'as faim. Si le soir tu décides d'aller au lit, le ventre vide, go. Par contre, le lendemain matin, va pas chercher des pancakes au McDo avec le muffin aux œufs et compagnie. Non, fais-toi un bon petit repas. Et ça revient au sujet dont je viens juste de parler. Réfléchis déjà à ce que tu vas manger. Le jeûne intermittent, du coup, c'est avoir des heures restrictives de manger et jeûner, enfin d'avoir des heures précises. Je crois qu'il y a plusieurs options. Tu as une option de 8 heures manger, 16 heures jeûne, et après tu agences en fonction de toi en fait. Et
c'est un outil qui est hyper utilisé par beaucoup de personnes, mais que beaucoup de gens ont essayé de le faire, mais ils se sont dit non, ça marche pas, ça me donne faim. Bah oui, mais si par exemple, t'es quelqu'un qui va aller courir le matin et va aller porter des poids à 9 heures, bah peut-être que tu auras eu besoin de prendre un petit déj. Donc c'est pas adapté à tout le monde. C'est vrai. J'ai moi-même écouté beaucoup de podcasts sur le jeûne intermittent et en effet, c'est vraiment une technique d'alimentation en fonction du temps, donc de ta journée, de ce que tu as à faire, de comment tu as faim, qui permet justement d'atteindre le déficit calorique. Donc le déficit calorique, ça c'est quelque chose que j'aurais dû dire déjà depuis le début. C'est la seule condition qui permet de perdre du poids. Le déficit calorique, c'est la seule condition qui permet de perdre du poids. Donc ça, c'est quoi? Le déficit calorique, du coup, c'est tu as une habitude de manger que tu t'en rends même pas compte. Tu vas souvent manger la même chose. On est des êtres d'habitude, on va souvent manger les mêmes choses, donc le même nombre de calories, on s'en rend pas forcément compte. Tu vas te rendre compte que tu manges plus quand tu ne rentres plus dans tes vêtements. Tu vas te rendre compte que tu manges un peu moins quand tu commences à re-rentrer dans des anciens vêtements. Du coup, quand tu es dans un déficit calorique, tu vas commencer à sentir que tu as un peu plus la dalle, donc tu as un peu plus faim. Et si c'est quelque chose que tu veux, donc perdre du poids, il faut continuer à avoir un petit peu cette sensation de faim. Attention, je suis pas en train de dire aux gens d'atteindre tout le temps la fringale, mais c'est de consommer moins de calories. Donc tu connais tes portions. Si tu as l'habitude de manger comme un bol géant de riz, tu réduis tes doses. Donc, du coup, si je comprends bien, c'est on ingère vs Exactement. Mince, je trouve pas le On terme. brûle. On brûle, exactement. On brûle. Et l'idée, c'est de se dire, on en brûle plus qu'on en ingère. Oui. Parce que souvent, c'est le contraire. On en ingère plus qu'on en brûle. Aussi, c'est ça. Donc, il y a la restriction calorique ou la diminution de consommation, et il y a la dépense calorique par l'exercice. C'est un peu un sujet sensible pour moi parce que je n'aime pas dire à mes clientes, OK, tu as tout brûlé dans notre séance aujourd'hui, vas-y, mange. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, ça ne veut pas dire que tu dois juste réduire tes calories. La sédentarité, c'est jamais un état dans lequel l'être humain devrait vivre parce que de base, on est fait pour aller chasser, planter, grimper aux arbres, pour courir dans les montagnes. L'homme est fait pour bouger. On a des jambes, on a des mains, on a des articulations, des muscles. Le corps humain est fait pour être utilisé et non pas pour être dans la sédentarité. Du coup, oui, il faut bouger. Par contre, j'aimerais que les gens, donc mes clientes ou les gens qui vont nous écouter aujourd'hui, arrêtent d'utiliser leur séance de sport pour brûler uniquement des calories. Tu fais du sport pour te faire du bien. Tu fais du sport pour te construire des muscles. Tu fais du sport pour avoir un hobby. Non, pour sortir de la sédentarité. Donc oui, il y a cette notion de calories in, calories out, du coup consommation et dépenses, mais pas toujours compter sur ta séance de sport pour brûler tes calories. Plutôt voir ça comme, OK, j'ai une journée, je me réveille à 7 heures, je vais dormir à 21 heures, être le plus actif possible dans toute la journée. En fait, c'est complémentaire. Voilà. Peu importe ton métier, il faut essayer de bouger, même si c'est, OK, je vais boire un peu plus d'eau, comme ça, je vais aller au pipi room toutes les 5 minutes. C'est pas l'idéal, mais ça aide à faire 10 pas par voyage aux toilettes en plus dans ta journée, quoi. J'ai un autre exemple que je prends. Ce soir, je vais chez des amis. Donc, je sais que potentiellement, je vais boire un peu, on en parlait peut-être, même si l'alcool est à prendre avec modération, bien sûr. Et on va commander des pizzas ou je sais pas, bon, bref, je sors. C'est vrai que ça aussi, ça peut nous mettre en difficulté. Oui, c'est ça. Je pense que 99% des gens ce soir vont aller manger dehors parce qu'on est vendredi. Et c'est bon pour la santé de sortir, de voir des amis, et ça compte aussi pour la perte de poids. C'est le bonheur, c'est la santé mentale, et c'est l'interaction avec d'autres personnes. Du coup, sortez, allez profitez. Par contre, on n'est plus des enfants à un anniversaire sans surveillance. C'est-à-dire que si on a des objectifs et qui comptent beaucoup pour nous, on se dit que, OK, si ce soir, tu fais soirée pizza, peut-être que ce matin, t'as jeûné et à midi, tu t'es fait un lunch super light. Tu vas peut-être avoir une fringale, mais au moins, tu vas, entre guillemets, mériter tes pizzas.
il y a ce cas de figure, ou sinon il y a le cas où tu as pas envie de te jeter sur les pizzas. Du coup, peut-être que tu vas te faire un petit snack avant d'aller à ta soirée. Comme ça t'évitera d'être carrément affamé et de manger 2 pizzas entières. Je dis quelque chose, un exemple. Hein. C'est à toi de voir. Ça, c'est pas parce que on sort que il faut se restreindre trop, mais ça ne veut pas dire qu'il faut carrément tout gâcher les efforts que tu as fait dans la semaine. Si tu en as fait et si ton objectif c'est de vraiment faire attention à mon alimentation, quoi. Ça me fait penser à cette notion de cheat meal, Oui. où on dit en clair, enfin l'idée, tu me confirmeras, c'est de dire bon, allez, une pizza dans la semaine, c'est ok. Si le reste du temps, je fais attention. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, cette notion de cheat meal, elle me fait grincer des dents parce que ça a été créé surtout par les bodybuilders. Je parle pas des gens d'ici, je parle des bodybuilders qui font ça depuis longtemps dans les grands pays. Cheat meal, c'est un repas de triche. Mais pourquoi? Donc un repas de triche, un burger, une pizza. C'est ça. Enfin... Exactement, c'est un repas où tu vas vraiment surconsommer en calories. J'ai vu des gens manger 5 burgers, 50 crêpes, mais pourquoi vous avez une alimentation au quotidien qui vous force à aller dans une direction où après tu t'exploses l'estomac. C'est personnellement pas comme ça. Je trouve que c'est pas très sain de devoir aller dans une journée. Des fois, c'est des journées entières qui font des cheat meals, les gens. Hein. Une journée entière ou un repas où tu manges énormément de choses qui, je suis sûre que le lendemain, tu te sens pas très bien, hein, parce que t'as forcé ton estomac, t'as mangé plein de choses riches en gras, riches en sucre. Le corps humain, il peut pas supporter des choses comme ça sur le long terme. Et pourquoi pas rééquilibrer? Et pourquoi pas avoir une alimentation qui te permet tous les jours de manger un demi-burger par-ci, et puis si tu sors et que c'est en pleine semaine, tu vas manger 2 parts de pizza plutôt qu'une pizza entière et après plein de crudités. Plutôt que de devoir tricher. Le truc, c'est que on a créé ce concept de cheat meal, mais tu triches sur qui? Sur toi-même. Tu vois, t'es pas sincère avec toi-même. Pourquoi tu t'apportes, tu t'apportes du coup potentiellement pas du bien, quoi. Ouais, tu te fais du mal au final. Donc en fait, l'alimentation équilibrée, c'est aussi écouter son corps. C'est accepter de manger des choses qui ne sont pas forcément avec l'étiquette healthy. D'ailleurs, cette étiquette de healthy, mais moi je dis, tu sais, tu peux très bien dire qu'un œuf c'est unhealthy si tu en avais mangé 50 juste avant, tu vois. Au bout d'un moment, c'est une question de dosage. Il y a un concept de 80 et 20. Donc, c'est 80% de healthy food, donc de nourriture bonne pour toi et pour ton corps, pour ta santé physique, et 20% de nourriture bonne pour ta santé mentale. C'est-à-dire que le soir, moi, j'ai plein de clients qui veulent manger du chocolat, moi aussi, mais mangez votre chocolat. Par contre, mangez pas toute la tablette, tu vois ce que je veux dire. Et ayez conscience que vous êtes en train de vous nourrir, vous n'êtes pas en train de remplir une poubelle, et que votre corps, il a besoin de bonnes choses. Donc, oui, le burger, les pizzas, oui, avec modération, c'est comme tout. C'est comme tout. En fait, ça fait le lien sur la deuxième partie de cet épisode, qui est de dire que l'alimentation est très liée à la santé mentale, et la santé mentale est liée aussi à l'alimentation, et que l'un ne va pas sans l'autre, et que c'est important de s'écouter et de faire attention à son alimentation, parce que ça a des conséquences aussi sur sa santé mentale. Oui. J'ai une étude d'ailleurs qui dit que les personnes qui suivent une alimentation riche en fruits, légumes, poissons et céréales complètes ont 33% de chances en moins de développer des pathologies telles que la dépression par exemple, vs d'autres personnes qui suivraient un autre régime alimentaire. C'est une étude de British Journal of Psychiatry. Qu'est-ce que tu en dis? C'est la science. On peut pas aller à l'encontre de la science. Par contre, il y aura toujours de nouvelles recherches qui vont donner des résultats plus poussés. Je vais expliquer un peu pourquoi ces études donnent ce résultat-là. C'est que du coup, c'est une alimentation riche en poissons, oméga. Tu disais fruits, légumes, c'est ça, et des céréales. Céréales complètes. Du coup, ce genre d'alimentation n'inclut pas les aliments riches et forts en graisse et en sucre.
on va parler du sucre. Le sucre, qu'est-ce que c'est? Donc le sucre, ben c'est les bonbons, les biscuits, les fruits aussi. Par contre, on crache pas sur les fruits parce que ça apporte quand même beaucoup de vitamines. Et qu'est-ce que le sucre va faire dans le corps humain? Tu vas manger du sucre, le corps humain va l'ingérer et on aura un pic d'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui va t'emmener vers la satiété. J'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai un peu un jargon un peu plus vulgaire comparé à quelqu'un qui est vraiment dans le domaine des hormones, hein. Mais je l'explique de manière compréhensible pour Exactement. ceux qui écoutent. Du coup, on va avoir un pic d'insuline. Au moment où l'insuline va redescendre tout de suite, c'est-à-dire que l'insuline ne dure pas très longtemps dans le corps humain, à la redescente, le corps humain va en redemander tout de suite. C'est un peu les diabètes connaissent bien. Donc, le sucre va faire monter l'insuline, va redescendre tout de suite, et c'est pour ça que tout de suite après, la phrase très populaire de le sucre appelle le sucre. On va en revouloir. Et c'est pour ça que pas longtemps après, tu es là, ah, j'ai encore faim. Et on reprend. Et en fait, cette envie de remanger du sucre, ça peut créer de l'anxiété chez les gens qui en consomment. Du coup, c'est un peu aussi le sugar rush des enfants. Tu sais, quand tu donnes du sucre aux enfants le soir et qu'ils sont excités, ça fait un peu le même mécanisme dans le corps. J'espère que ce que je dis, c'est pas trop du jargon. Non, c'est très clair et justement, en plus, je me l'étais noté. On va y venir, mais dans les aliments à éviter, j'avais mis les aliments sucrés parce que, justement, comme tu dis, ça provoque des pics et apparemment, enfin, c'est prouvé aussi scientifiquement, ça peut avoir comme conséquence aussi des baisses d'énergie et donc encore une fois c'est lié à sa santé mentale et c'est important de trouver donc les bons aliments et par exemple je pense on en parlait aux poissons donc aux oméga 3 c'est prouvé encore une fois scientifiquement que ça aide les cellules du cerveau à communiquer entre elles et donc à se sentir mieux, à être moins stressé. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de bien choisir ses aliments. Ça me fait penser à quand j'étais enfant et que ma grand-mère me disait mange du poisson, tu vas être intelligente. Et en fait, c'est dit d'une manière voilà comme on nous donnait des conseils, mais la science le dit encore aujourd'hui. Le cerveau fonctionne mieux en ayant consommé des oméga 3, mais voilà, mange du poisson, tu vas être intelligente, c'est une manière plus facile de le dire. Mais vite fait, je repars sur le sujet du sucre. J'ai oublié de préciser que le sucre, ça fait sécréter de la dopamine dans le corps. La dopamine qui est une hormone du plaisir, donc du bonheur. Ça s'appelle happy hormones. Par contre, la dopamine, c'est aussi l'hormone du jamais assez. C'est-à-dire qu'elle va être là pas très longtemps et dès qu'elle redescend, c'est un peu comme les drogués. Dès qu'elle redescend, ton corps est là, je veux, redonne-moi du sucre. Et c'est aussi pour ça que l'anxiété remonte au moment où tu lui donnes plus de sucre. Ça a du sens ce que je viens de dire? Ouais. C'est ce que je dis à mes clientes parce que quand elles sont là, j'aime les bonbons, j'aime les sucreries et tout, et j'essaie de leur expliquer avec mes mots à moi, sans trop entrer dans les mots scientifiques, mais leur expliquer quelles sont les conséquences sur leur corps. Exactement. Et donc concrètement, ce serait quoi tes conseils face à des personnes qui adorent le sucre? Alors, à mon avis, de limiter déjà un petit peu, si tu te décides de te lancer dans un sevrage, hein, je vais un peu dans l'extrême, essaye déjà de le mettre sur un seul repas. Je donne un exemple. Tu vois, si tu es quelqu'un qui mange du sucre à tous tes repas, tu choisis un de tes repas et tu décides que c'est juste à ce repas-là que tu vas en manger. Pardon, mais du coup, je prends un exemple. Imaginons, je prends petit déj et dîner. Le sucre, ça va être dans quoi? Ça va être dans une pâtisserie, j'en sais rien, par exemple. Et donc, ça veut dire manger une pâtisserie qu'une fois dans ma journée. Si ton sucre, c'est ta pâtisserie, c'est ta pâtisserie. Par contre, attention, il y a pâtisserie, gâteau d'anniversaire. Voilà, on va dire une part. Voilà, et tout en modération, c'est sûr. Donc voilà, on revient toujours à ce truc de avec modération. C'est ça. Après, forcément, tout nutritionniste ou diététicien vont te dire non, on va manger un yaourt avec des fruits. Mais on est bien d'accord qu'au bout d'un moment, surtout à une certaine période du mois pour les femmes, on va aller sur le truc un peu plus gourmand. Donc, on repart sur cette notion d'éviter la restriction pour ne pas un petit peu être anxieuse. Et la culpabilité. On se permet 2, 3, maximum
4 carrés de chocolat si la situation est urgente, mais il y a éviter de consommer sans, comment dire, Son sans gâteau conscience. d'anniversaire. Ou voilà, sans gâteau d'anniversaire, c'est ça. Faut juste être conscient que, je répète, on est des adultes et faut qu'on apprenne à faire des choix, des choix réfléchis. Et avec Voilà, conscience. avec conscience, c'est C'est ça. un peu ça aussi la clé. Est-ce que on peut justement rentrer dans le concret? On en parlait tout à l'heure. Là, c'est donc le sucre. Faire attention à ça. Mhm. Je pense aussi, par exemple, à des aliments riches en caféine. On dit que ça peut jouer sur le sommeil. Est-ce que tu as des exemples comme ça d'aliments, je dirais, à éviter en tout cas à certains moments de la journée? À certains moments de la Pas journée, forcément tout le temps. Mais... je reparle sur ta caféine parce que c'est un sujet qui, encore à Tahiti, je trouve qu'il y a pas trop de personnes qui prennent conscience de ça, mais dans les grands pays, si, parce qu'ils sont très coffee le matin, coffee à 9h, pause café, pause café, pause café. Le café, à mon avis, et je le conseille à toutes mes clientes aussi, avant midi. Tu te prends un café avant midi, tu te prends maximum 3 cafés avant midi parce que la caféine va rester dans ton corps après et il faut avoir assez de temps pour l'éjecter et pour l'ingérer et la caféine va t'empêcher de dormir. Donc, si la caféine t'empêche de dormir et que tu te termines avec des insomnies et un sommeil vraiment médiocre, je peux te dire que la journée d'après, elle va être horrible. Donc, et ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent et qui ne comprennent pas pourquoi ils sont tout le temps fatigués, et patati, patata. Mais parce que tu bois trop de café, en fait. On boit du café pour être réveillé, mais au final, le café te rend pas service, voilà. Ensuite, il y a cette notion de c'est quoi pas manger de sucre après 18h, un truc comme ça. Alors, les féculents pour certaines personnes aident à mieux dormir. Pourquoi? Parce que ça, justement, il y a ces happy hormones dont je parlais tout à l'heure, dans les féculents complets surtout. Donc, par exemple, pâtes complètes. Riz, voilà, pâtes complètes, riz brun, et pas complet, qui sont digérés plus lentement, aident à mieux dormir parce que ça les relaxe, tout simplement. Donc, ma sœur fait partie de ces personnes-là. Du coup, elle le sait, elle mange son riz le soir. Point barre. Du coup, les restrictions de temps / alimentaire, il faut les connaître, il faut être conscient de ça, mais il faut avoir testé pour soi avant de dire oui, de manger des raisins après 19h, ça me fait grossir. Peut-être que ça t'a fait grossir toi parce que t'en mangeais trop, de un, donc on repasse une notion de quantité, et peut-être que pour toi ça ne te convient pas parce que ton corps il digère mal le sucre. Donc peut-être manger ça plutôt à midi. Mais ça me fait penser, par exemple, à un exemple concret pour moi, c'est manger des fritures le soir. Enfin, moi, je sais que ça me fait gonfler le ventre et que c'est compliqué à digérer. Et potentiellement, dans la nuit, ça peut me réveiller et être gênant. Ah ouais. Ben si tu parles de friture, du coup, ben pour toi, ça va être tout ce qui est les fritures. Pané. Voilà, les fritures, c'est les entre guillemets mauvaise graisse. Je veux pas donner le nom scientifique parce que faut que je fasse mes petites révisions, mais c'est les mauvaises graisses parce que ça a été surchauffé et réchauffé et du coup l'huile a changé d'identité, si je peux dire ça comme ça. Du coup, ben pour toi arrête les fritures le soir. Ah, et un autre truc aussi, c'est les protéines le matin. C'est-à-dire? Est-ce que c'est dans le programme, non? Non, en fait, j'allais justement te demander, c'est assez drôle, j'allais te demander, est-ce qu'il y a des aliments, à contrario, à favoriser justement dans notre alimentation? Alors, il y a quelque chose que les gens peuvent faire s'ils sont dans le, comment dire, si le but c'est de consommer moins d'aliments dans toute la journée, c'est de se faire un petit déj ou un premier repas. Donc que ce soit 6h, 7h, 8h, 9h ou le lunch, hyper riche en protéines. Pourquoi? Parce que la protéine va permettre d'être dans la satiété le plus vite et le plus longtemps possible dans la journée. Donc si c'est un petit déj, bon ben des œufs, peu importe, œufs durs, scrambled eggs, donc des œufs brouillés ou peu importe, des œufs avec même du bacon. Le bacon, souvent la graisse animale, elle est un petit peu critiquée, mais c'est la nature qui donne ça, donc à consommer avec modération toujours, ou bien du poisson. Tu sais, les Tahitiens mangent du poisson cru au petit déj et c'est
tellement bon, c'est bon pour la santé, c'est des bonnes graisses, donc t'as du lait de coco, des protéines, donc le poisson, et pourquoi pas un petit peu de légumes, je sais pas, les petits déj anglais, c'est beaucoup eggs and spinach, donc des œufs et des épinards, par exemple, ou des tomates grillées et des champignons. Donc manger des protéines, première chose de la journée, que tu sois au petit déj ou au lunch, c'est presque obligatoire. J'oblige presque mes clientes à le faire. Et il y en a qui résistent. Parfois, t'es plus du genre à manger un truc sucré le matin, tu sais, le petit déj français, céréales ou pain, chocolat, beurre et tout. Ce genre de petit déj va juste te redonner une fringale et va donner naissance au goûter de 9 heures. Et après le lunch de 11h30 parce que on repasse sur l'insuline, va tout le temps revenir. Voilà. Si je devais un peu conclure du coup ce qu'on s'est dit, ce que je retiens, il y a plusieurs choses. C'est la première, que tout est une question de personne déjà. On n'a pas tous les mêmes besoins. Exactement. Et donc, on n'a pas tous les mêmes besoins en termes de quantité, bien qu'il faille de toute façon, de façon générale, faire attention aux quantités. Que c'est important de se faire plaisir, tout en n'étant pas dans l'excès, dans cette notion de cheat meal, on en parlait, mais que c'est important de se faire plaisir parce que l'alimentation, ça passe par ça aussi, que d'être frustré, ça n'apporte pas grand-chose de positif en tout cas, et que se faire plaisir, bah, c'est aussi passer un bon moment dans sa tête et dans son corps. Exactement, c'est ça. En fait, j'ai tellement de points dans ma tête que j'aimerais re-expliquer. Mais si je devais, moi, choisir 3 points pour justement aider les gens à mieux comprendre l'alimentation, les calories, c'est important de les connaître. Donc ça, c'est number one. Moi, je dis que tout le monde devrait avoir une petite connaissance sur les calories. Juste ce que c'est, quelles sont tes calories à peu près, et quelles sont les calories qui existent dans tel ou tel aliment que tu consommes au quotidien. Cette notion de frustration, absolument, parce que une personne frustrée ne pourra jamais continuer sur le long terme son sport ou son alimentation ou peu importe. Essaye de frustrer un être humain, tu peux être sûr qu'il va aller voir ailleurs. Ça, c'est sûr. En troisième place, tout le monde est différent. Ça, tu l'as dit. Tout le monde est différent et c'est important de prendre son alimentation comme quelque chose de très personnel. Et tu pourras essayer de copier les autres, mais c'est à toi d'essayer quelles sont tes techniques à toi pour savoir quel aliment te fait du mal, quel aliment te fait du bien, quel genre d'alimentation te fait prendre du poids, perdre du poids, et etc. Donc vraiment prendre ton alimentation comme un cas d'étude que tu prends pour toi et apprendre. Il faut apprendre. L'être humain ne doit jamais arrêter d'apprendre. Et s'il y a une chose qu'on devrait absolument étudier, c'est soi-même et son alimentation. Parce que après, si tu as des enfants ou des amis ou quoi, tu peux le transmettre, etc. quoi. Ça, et donc ça soulève une dernière chose, c'est de ne pas se comparer. Parce que justement, on est tous différents. Et c'est peut-être important de le dire aussi. Ah ouais, non, mais ça, je pense que c'est presque une maladie de se comparer, parce que toutes les femmes que je rencontre, elles sont là, oui, j'ai envie d'être comme ci, comme ça. Non, tu veux être comme toi, mais tu veux juste être mieux. Ce qui est tout à fait normal et c'est très très bien. Mais de tout le temps aller chercher, et ça, c'est un problème avec les réseaux sociaux aussi. On se compare aux modèles en bikini sur la plage de Mykonos. Ben non, au bout d'un moment, regarde-toi toi. Aime ce que tu vois dans le miroir, et c'est ça que tu veux. Au final, on veut aimer ce qu'on voit dans le miroir parce que ça nous fait bien dans la tête. Donc t'as pas envie d'être comme la Miss Bikini ou quoi, t'as envie d'être toi avec peut-être quelques kilos en moins, ou dans le short que tu adores mais que t'arrives plus à mettre. Donc la comparaison, c'est clair que en anglais on dit comparison is the thief of joy. Donc la comparaison, elle va te voler ton happiness, ta joie. Et ça, c'est clair que c'est vrai, parce qu'au final, t'as envie de quelque chose que tu n'auras jamais. Oui, et puis de toute façon, personne n'est... enfin, tout le monde est unique. Ouais, donc, exactement. Il y a aucun... À moins que tu sois une sœur jumelle avec l'ADN absolument similaire. Mais bon, voilà quoi. Donc, s'accepter. Et la comparaison, faut plus que ce soit quelque chose de normal, quoi.
Merci pour tout ça, pour toutes ces indications, pour tous ces petits conseils. Avant de conclure, j'aimerais te donner quelques phrases. Ce sont en fait des croyances populaires. Et j'aimerais que tu me dises si selon toi elles sont vraies ou elles sont fausses. On va voir ce que ça donne. Tu es prête? Je les connais toutes, je pense. Je pense que tu les as déjà entendues. La première, le régime, c'est la meilleure façon et peut-être l'unique façon de perdre du poids. Je l'ai dit juste avant, c'est le déficit calorique est le seul endroit ou la seule situation où on perd du poids. Maintenant, tous les régimes fonctionnent. Tous les régimes mènent vers le déficit calorique. Et comme j'ai déjà utilisé ce mot plus tôt dans le podcast, toi t'as un régime, moi j'ai un régime. On a déjà tous un régime. C'est juste que c'est à nous de designer notre régime pour qu'il nous serve à atteindre un objectif. Du coup, la première chose qu'il faut faire, c'est décider d'un objectif. Par exemple, moi, je dis un truc, je veux gagner la compétition de folle qu'il y aura en juin. Ben, je vais me nourrir et m'entraîner en fonction. Donc en fait, tu parles de régime alimentaire. Mais voilà. De régime alimentaire, attention, on oublie la notion de régime égale privation. Non, c'est ok, on peut perdre du poids avec son propre régime alimentaire en trouvant ses solutions. Ne pas manger de pâtes le soir. C'est pareil, on a déjà un peu répondu à la question. Alors, ne pas manger de pâtes le soir. Ça pousse à la restriction. Ça pousse à la restriction. Après, ne pas manger de pâtes le soir, pourquoi? Pour éviter de prendre du poids. C'est ça? C'est très souvent, je crois, ce qu'on dit. Ouais, c'est ce qu'on dit. On dit pas de féculents le soir, parce que ça fait grossir. Le titre de cette partie, c'est vrai ou faux? Je dis faux. Je dis faux parce que tu peux manger des pâtes le soir et continuer à perdre du poids si ça a été ton unique repas de la journée. Donc, les filles ou les hommes qui veulent manger des pâtes le soir et qui décident que c'est leur repas ce soir parce qu'ils veulent se faire du bien, ben, préparez-vous avant et dites-vous qu'après, il va falloir un petit peu plus carburer. On repasse sur cette notion de consommation et dépenses caloriques. Peut-être que le lendemain, il va falloir un peu plus bouger pour consommer cette énergie qui a été consommée, pour dépenser, cette énergie qui a été consommée la veille. Et encore, est-ce que, du coup, si on est raisonnable, encore une fois, en quantité, y a pas de problème. Voilà, en fait, on en revient toujours à la même chose. Voilà. Dernière chose. Manger tard le soir fait grossir. Je vais dire vrai et faux. Par contre, il faut bien mettre ça en contexte. Certaines personnes ne peuvent manger que tard le soir. Je vais parler, vu que c'est des cas que je vois régulièrement, les mamans qui ont plusieurs enfants à l'école, au collège, au machin, bidule, et qui ont que le temps de manger tard le soir, par exemple. Ben, c'est leur seul repas. Du coup, si c'est leur seul repas, faux, ça ne va pas faire prendre du poids. Par contre, si il y a beaucoup de calories qui ont été consommées tout au long de la journée, ça peut être vrai parce que la digestion ne va pas être propice. Pardon, le timing d'alimentation ne va pas être propice à une bonne digestion. À une bonne digestion parce que le soir l'organisme ralentit, du coup la digestion ralentit et c'est mauvais pour le corps en fait. Donc c'est mauvais pour le corps, mais encore une fois, si c'est la seule option, ben il y a moyen de rattraper sur d'autres moments de la journée où tu vas peut-être un peu plus bouger, peut-être que tu vas passer une excellente nuit de sommeil et qu'au final ton corps il aura très très bien digéré ce repas tardif et etc. Il faut juste être consciente que c'est pas la meilleure des options. Ça reste pas la meilleure des options. La solution, ça pourrait être de faire un repas, de manger un repas, justement peut-être un peu plus light si on sait que on va se coucher en suivant, et dans ce cas-là, de se faire un peu plus plaisir dans la Exactement. J'ai fini les vrais faux. Est-ce que tu as des choses à dire qu'on n'aurait pas encore dit? Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il y a tellement de choses de vrai et de faux. De vrai, de faux, ou même des sujets qu'on n'aurait pas évoqués. Je vais appuyer sur ce sujet de protéines. C'est le macronutriment le plus important. Pourquoi? Parce qu'il permet de conserver la masse musculaire. Donc là, on parle un peu sur l'exercice, mais l'alimentation, je vais quand même faire un petit sujet mutant, hein. Et c'est un très bon exemple parce que, enfin, en tout cas, moi, ça me parle. Oui. Moi, je mange pas de viande. Ok. Donc, viande rouge.
Je mange pas de viande du tout. Tu es végane? Je mange du poisson. Ok, pescétarienne alors. Voilà. Okay. Alors j'oublie toujours le terme, tu le sais mieux que moi. Mais c'est vrai que je manque de protéines dans mon alimentation parfois, bien que j'ai de la protéine végétale. Alors je le sais. Et surtout je le T'as fait des blood tests, des tests sanguins pour savoir c'est si ça tu... exactement. Okay. Et donc j'en prends de façon grâce voilà exactement. Ok, très bien. Ok. Et je me suis rendu compte que c'était très important et que la protéine, on a un peu parfois une image biaisée de ça. On a l'impression que ça va nous faire gonfler si on en ingère trop, alors que c'est essentiel. C'est essentiel pour la conservation de muscles, pour rester dans la satiété, pour éviter d'avoir des pics d'insuline. Je pense que la protéine, c'est notre meilleur ami dans l'alimentation parce que alors, la protéine a quand même des calories, donc il y a possibilité de faire de la surconsommation de protéines et de calories, du coup, à travers les protéines, mais c'est un aliment, un macronutriment qui doit être présent dans tous les repas. Et on part un petit peu sur cette notion de garder les muscles dans le corps humain, du coup, de continuer à construire des muscles, parce que les muscles vont permettre de mieux vieillir. Attention les jeunes, parce que on va tous dans la même direction. Je vous signale que même si vous avez 17 ans aujourd'hui ou quoi, on va tous vers la même direction. Moi, j'ai 32 ans, j'ai des clients qui sont plus âgés que moi et elles me disent, tu sais, à mon âge. Et je leur dis, attention, moi, je sais que je vais on va tous vers la on va tous avoir c'est drôle et autant en rire, mais c'est clair que mon frère aussi est coach et lui et moi, on a la même philosophie. On veut entraîner et aider nos clients à s'alimenter et à bouger d'une telle manière qu'ils vont bien vieillir et on veut tous la même chose. On veut pouvoir continuer à courir des marathons ou je sais pas, peut-être moins, peut-être plus à je sais pas quel âge. Et la protéine, c'est ce meilleur ami-là qui va nous aider à atteindre c'est parce que des rêves au final. Parce ces objectifs. C'est des objectifs, des rêves, des... Et son bien-être. Exactement. Donc voilà, la protéine, n'hésitez pas à en surconsommer. Et les filles qui ont peur des muscles, vous inquiétez pas, c'est bon pour la santé. Et on est en 2024, c'est bon, vous pouvez avoir des muscles, c'est très bien. C'est une belle conclusion, je pense. On peut dire que le plus important, c'est de faire les choses pour soi. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on a tout gagné. Merci beaucoup pour ce moment, pour cet échange. Ouais, je suis ravie. Et puis, j'espère te revoir très bientôt. Quand tu veux, tu m'appelles, tu sais comment me trouver. Nada. Allez, Nana, à la prochaine. Merci à toutes et tous pour votre écoute et pour être restés jusqu'au bout de cet épisode. Encore merci pour votre soutien. D'ailleurs, si vous pouviez prendre une petite minute pour noter ou commenter cet épisode, ça me serait d'une grande aide. Et pour ne rien louper, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Féminouille Podcast.